Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec la deuxième partie du cours des réflexes médulaires et on va commencer directement par l'électrophysiologie. Oui, c'est la dernière fois. Le but de l'électrophysiologie, c'est de déterminer le nombre de synapses centrales, maintenant le nombre exact de synapses, qui sont dans la moelle épinière. في l'arc réflexe تاعنا donc chaque réflexe عنده un arc réflexe. Le réflexe myotatique عنده l'arc réflexe تاعو و le réflexe ipsilatéral de flexion عنده l'arc réflexe تاعو. Le but تاعنا هنا كي نديرو l'électrophysiologie c'est de déterminer le nombre de synapses pour chaque réflexe. Donc pour faire cela, ils se sont basés sur la mesure du temps de conduction centrale. Le temps de conduction centrale c'est quoi? C'est le temps يديرو l'influx nerveux بين le point لهنايا من la racine dorsale, la racine sensorielle, اللي يدخل l'influx nerveux منا يروح la moelle épinière حتى يخرج من la racine ventrale motrice. هاد لو طون اللي يديرو بين هاد لو بوين وهاد لو بوين يعيطولو le temps de conduction centrale. Quand on va mesurer le temps de conduction centrale, on va le comparer au délai synaptique. Le délai synaptique, c'est le temps l'idéal l'influx nerveux بين deux neurones qui combinent une seule synapse. Donc, الحاجة الأولى, on a fait une stimulation الأولى هنايا, stimulation numéro 1. هاد la stimulation كيفاش on a étiré brusquement le muscle تاعنا. Une fois on l'a étiré, automatiquement كيما شفنا في الآخر, عندنا la stimulation تاع le fuseau neuromusculaire, on aura un influx nerveux qui va être généré là où il y aura la racine dorsale. En même temps, on va placer un électrode qui est la fin de la racine dorsale ou l'entrée de la moelle épinière. Ou le troisième électrode qui est le début de la racine ventrale, la racine motrice. Donc, pour mesurer le temps de conduction qui m'a donné. Dans un premier temps, on mesure la latence globale, c'est-à-dire le délai qui existe entre le moment où le muscle est brusquement étiré, donc ST1, le temps où on déroule la stimulation et le moment où une réponse électrophysiologique est enregistrée sur la racine ventrale en deux. Donc, c'est le temps, la latence globale, c'est quoi? C'est le temps bien la stimulation, l'étirement brusque, le muscle en ST1, et le temps où on va enregistrer l'électrode deuxième linéaire, début à la racine ventrale. C'est ce qu'on appelle la latence globale. Cette latence, elle est elle-même la somme de deux éléments. Donc, la latence globale, quand on va la mesurer, c'est l'addition de deux éléments. L'élément l'oul, c'est le délai de conduction centrale. Le point 1 et le point 2, le temps de conduction centrale, donc la moelle épinière, plus le temps de conduction périphérique. Le temps de conduction périphérique, c'est quoi? Le temps de conduction périphérique est le délai nécessaire pour que les influx sensitifs qui partent du fuseau neuromusculaire atteignent la moelle épinière. Donc le temps de conduction périphérique, c'est le temps bien, c'est le temps bien le ST1, la stimulation interne par l'étirement du muscle, et وين يلحق l'influx nerveux لهاد le point, l'électrode numéro 1. هذا c'est la conduction périphérique. On va عندنا la conduction centrale بين 1 ou 2. Tout ça, donc ST1 حتى لهنايا l'influx nerveux منين بدا من الفيزيون neuromusculaire حتى لحق l'électrode numéro 1 plus من le point 1 حتى le point 2 le temps de conduction centrale, هذه كامل نعيطوا لها la latence globale. Le temps central est alors la différence entre le temps de conduction globale اللي هي la latence globale et le temps de conduction périphérique. Donc حنا واش قلنا؟ نعاودو نولو للشيما تاعنا. قلنا بلي la latence globale, قلنا la latence globale تبدا le moment où درنا la stimulation تاعنا l'influx nerveux بدا حتى لحق ل 1 plus من 1 ل 2. Pour mesurer le temps de conduction centrale, أنا يهمني غير le temps de conduction centrale. هنايا شحال دار l'influx nerveux باش نلحق من l'électrode 1 l'électrode 2 باش نعرف شحال كاين من synapse لهنايا. Donc, pour mesurer هذا, on prend le tout, اللي هو la latence globale كاملة, ونقصوا لها le temps de conduction périphérique. راح نلقاو le temps de conduction centrale, tout simplement. كي درنا le calcul تاع le temps de conduction centrale, اللي هو la latence globale moins le temps de conduction périphérique, لقينا بلي il est approximativement de 0,7 millisecondes. وحنا على بالنا par une expérience, l'expérience de Rancho, اللي حنشوفوها en détail دوكا, نعرفوا بلي le passage d'une seule synapse dans le système nerveux central prend de 0,6 à 0,8 millisecondes. On conclut que le réflexe myotatique ne peut être que monosynaptique. Donc,
درنا le temps de conduction centrale عرفنا كيفاش حسبناه لقينا la latence globale moins le temps de conduction périphérique لقينا بلي il est égal à 0,7 millisecondes صح وحنا في l'expérience de Rancho على بالنا بلي une seule synapse باش يدوز l'influx nerveux une seule synapse لازم له de 0,6 à 0,8 millisecondes donc le réflexe myotatique fait une seule synapse. L'expérience de Rancho كيفاش درنا sur une racine ventrale la racine ventrale de la moelle épinière on va enregistrer la réponse motrice globale en 1 donc نديرو un électrode تاعنا هنايا évoqué par une stimulation électrique directe de la corne ventrale. Là, on parle de corne ventrale à la moelle épinière, à la matière grise. Et la matière grise à la moelle épinière, on se met en 4. La corne dorsale, la corne ventrale, ou la corne dorsale gauche, la corne ventrale gauche. On va faire une stimulation électrique sur la corne ventrale à la moelle épinière. Et on met un électrode en 1. On va enregistrer la racine ventrale. Il faut bien différencier la corne ventrale de la racine ventrale. Donc, la stimulation en 2 la corne ventrale, ou l'enregistrement il compte la racine ventrale, l'amplificateur. Le 1, numéro 1. La réponse présente deux composantes. Donc, qui je la réponse sur l'électrode on a deux composantes. On a la composante l'oula qui est la composante M. Donc, composante a une dépolarisation l'oula. On a une autre composante qui est la composante S. Donc, l'onde M est l'onde précoce. On a l'onde S qui est l'onde tardive. Donc, M précoce, S tardive. La première, elle est attribuée à l'excitation électrique directe des motoneurones alpha. Donc, on a une stimulation électrique directe de la racine ventrale. On a l'influx électrique qui va dans tous les sens. Qui m'a dit dans tous les sens. Qui la stimulation électrique directement sur le motoneurone alpha. On a une réponse rapide. Il y a précoce ou t'atteindre l'onde M. Donc, si vous remarquez, le M elle est plus intense que la réponse que l'onde S. Donc, l'onde M elle est plus grande que l'onde S. Ça. Donc, on a la première, elle est attribuée à l'excitation électrique directe. Donc, l'influx électrique m'chauffe la corne ventrale de la moelle épinière, ou le motoneurone alpha, dans l'onde précoce M. Et la seconde, elle est due à l'excitation de ces mêmes motoneurones, donc l'excitation des mêmes motoneurones, le motoneurone alpha, mais cette fois-ci, la différence c'est que l'excitation des motoneurones alpha, c'est à travers une synapse, après que les motoneurones prémotoneuraux aient été eux-mêmes électriquement excités. On a une stimulation électrique de la corne ventrale de la moelle épinière. L'influx électrique directement le motoneurone alpha atteint une excitation l'onde précoce M. La deuxième onde, l'onde S, elle est due à l'excitation le neurone قبل la synapse présynaptique اللي هو بعدها يدير l'excitation تاع الموتونيرون alpha. Donc, درنا une excitation électrique في la racine ventrale تاع la moelle épinière. لقينا في l'enregistrement تاعنا في la racine ventrale اللي هي عندها الموتونيرون alpha لقينا deux ondes. L'onde précoce M قلنا elle est due à l'excitation directe, l'influx électrique مشى من هاد البلاصة وين درنا l'excitation directement il a excité les motoneurones alpha وعطانا l'onde précoce M. L'onde S elle est due à l'excitation تاع les motoneurones alpha mais cette fois-ci par le neurone présynaptique. Donc l'influx électrique مشى le point de stimulation il a stimulé le neurone présynaptique هو il a stimulé les motoneurones alpha par la synapse. Donc la différence entre le M et le S, les deux ondes, donc nous le pic تاع مع le pic تاع نديرو la mesure تاع la différence بيناتهم في الوقت en millisecondes. نلقاو بلي le délai séparant M et S représente le délai synaptique dans le système nerveux central, il avoisine 0,6 à 0,8 millisecondes. Donc l'expérience de Rancho, le but c'était de déterminer le temps ou le délai synaptique, le temps un influx nerveux du système nerveux central en passant par une seule synapse. On va dire l'expérience qui va, on a obtenu le résultat de 0,6 à 0,8 ou bien le réflexe myotatique ne peut être que monosynaptiquement parce que le
كي جينا نحسبو لقينا لو طون دو كوندكسيون سنترال 0,7 وحنا عندنا اون سول سينوس سي 0,6 à 0,8 دونك le réflexe myotatique يكون monosynaptique. Donc on va passer aux caractéristiques de chaque réflexe. Le réflexe myotatique a 6 ou 7 caractéristiques اللي لازم نفهمهم très bien باش من بعد الحفاظة تاعهم تجينا ساهلة. Premièrement, le réflexe myotatique il est localisé. Donc seul le muscle ou le chef musculaire soumis à l'allongement se contracte. Donc حنا كي نديرو l'étirement تاع le muscle, on va avoir la contraction réflexe تاع le réflexe myotatique حتكون في هذاك le muscle. Donc il est localisé, il n'est pas diffus. هذه حاجة الأولى. حاجة deuxième, il est monosynaptique. عنده un temps de latence court. Parce que عندنا une seule synapse اللي حيجوز بيناتها automatiquement حتكون عفسة rapide. Donc ما عندناش le temps de latence بزاف. La troisième caractéristique, il est proprioceptif parce que le point de départ تاعو il est musculaire. Le FNM faisant neuromusculaire. Donc c'est un réflexe proprioceptif. Quatrième caractéristique, il est persistant durant toute la durée de la stimulation. Donc le caractère tonique, حنا كي نديرو l'étirement تاع le muscle تاعنا, tant que le muscle est étiré, on aura toujours le réflexe qui restera déclenché. Ou tani, il va disparaître à son arrêt. Une fois le muscle il reprend le taux initial, on n'aura pas de post-décharge. يحبس les réflexes تاعنا normalement. Cinquième caractéristique, il est non fatigable, donc ils pouvons répondre à des hautes fréquences de stimulus. Donc قد ما نديرو l'étirement, قد ما le muscle يكون étiré, قد ما le réflexe يكون plus intense. Donc il est relativement résistant aux anesthésiques et à l'anoxie. Donc même si l'animal ou نديرو l'expérience sur une personne ou là sur l'animal sous anesthésie ou là en anoxie. Anoxie c'est le manque d'oxygène. حيكون عندنا le réflexe qui va persister. Mais il est intact, elle est relativement résistant. Mais voilà, il reste icône, mais يراحش. Septième caractéristique, le réflexe myotatique présente deux composantes. Une composante phasique. La composante phasique, elle dépend de la vitesse d'étirement. Donc, plus l'étirement est brusque et rapide, plus la réponse du réflexe est intense. La composante phasique, elle est présente dans tous les muscles squelettiques, extenseurs et fléchisseurs. Ou la composante tonique, elle dépend de l'étirement proprement dit, donc la distance vers le muscle étiré. Elle est surtout développée dans les muscles extenseurs proximaux parce qu'elle a une fonction où elle va s'opposer à la pesanteur, donc les muscles antigravitaires qui jouent un rôle prépondérant dans le tonus musculaire. Donc la composante phasique dépend de la rapidité de l'étirement du muscle et elle est retrouvée dans les muscles extenseurs et fléchisseurs. La composante tonique, elle est plus développée dans les muscles extenseurs où elle a le rôle prépondérant dans le tonus musculaire, l'action qui s'oppose à la pesanteur, donc la posture dans le corps. Les applications cliniques. L'application clinique est le réflexe myotatique, c'est le réflexe ostéotendineux. La première partie, on a pris comme exemple le réflexe rotulien. On l'a détaillé bien, donc on ne va pas s'attarder à la phase. Donc la percussion du tendon avec un marteau réflexe et atteindre une composante partie initiale phasique. Voilà, parce que l'étirement là, mais il est brusque, il est rapide. Donc la composante phasique, elle va induire la réponse tana, la secousse tellement tana. Donc les réflexes ostéotendineux sont systématiquement étudiés dans l'exploration clinique du système nerveux. Ils permettent d'explorer les arcs réflexes des différents étages de la moelle épinière. Donc la moelle épinière qui elle est divisée en plusieurs étages. Donc la partie cervicale, la partie dorsale, etc. Donc chaque réflexe ostéotendineux, qui est le réflexe achillien, il dépend de la racine S1. Qui est le réflexe tricipital, c'est la racine C7, c'est la septième racine cervicale, etc. Sur chaque réflexe ostéotendineux, il va étudier l'intégrité de est-ce qu'elle n'est pas touchée ou là. Donc, l'abolition de ces réflexes oriente vers une atteinte neurogène périphérique. Donc, l'abolition qui connaît le réflexe, il est supprimé. Une atteinte neurogène périphérique, maintenant, la racine qui est touchée ou le nerf. Donc, soit le versant inférent, soit le versant efférent. Donc, c'est périphérique. Et l'exagération oriente vers une atteinte neurogène centrale. Donc, le système nerveux central qui est atteint. L'application électrophysiologique.
elle se fait en clinique تاني. Au lieu de faire une percussion sur l'arc réflexe, maintenant on va utiliser l'électrophysiologie. Maintenant comme exemple le réflexe H de Hoffman. Donc quand on excite à travers la peau par un stimulus électrique unique un nerf musculaire, par exemple le nerf sciatique, le muscle poplité, on peut enregistrer dans les conditions normales avec des électrodes d'enregistrement au niveau du muscle triceps sural des réponses électromyographiques dont le type dépend de l'intensité du stimulus utilisé. Donc, je fais le schéma. Quand on fait une stimulation du nerf sciatique, le creux, le genou, on va enregistrer à travers de l'électrode d'enregistrement. Les réponses enregistrées vont dépendre de l'intensité du stimulus, les stimuli inverses. Donc, lorsque les axones afférents de gros diamètre, les fibres 1A et sont exclusivement excités, on observe une réponse réflexe électromyographique appelée réponse H, la réponse de Hoffman. Les motoneurones alpha du triceps sural ont été activés par l'arrivée des influx afférents comme ils le sont lors d'un étirement brusque du muscle par percussion tendineuse. Donc, qui donne une excitation exclusive des axones tels les groupes 1A, on a obtenu l'excitation telle les motoneurones comme il se fait en cas de percussion. Donc, qui met juste l'arc réflexe. Mais si le stimulus utilisé il est plus intense, les axones moteurs, ou les motoneurones alpha, du nerf vont être excités. هاد المرة يكونوا excités directement. C'est le même principe اللي شفناه لهنايا. عندنا excitation, عندنا excitation تاع البريسينابتيك اللي هما les fibres 1A هنايا. وعندنا l'excitation اللي تجي direct. C'est le même principe تاع هاد l'expérience تاع غنشوف. Donc, si le stimulus utilisé est plus intense, les axones moteurs et les motoneurones alpha du nerf vont être excités. En effet, ces axones présentent un diamètre légèrement inférieur aux axones de groupe 1A et ont un seuil de stimulation plus élevé. Donc, le groupe 1A, c'est des axones de gros diamètre. Donc, une stimulation صغيرة, elle va induire l'influx nerveux le seuil de stimulation. Par contre, le motoneurone alpha a un diamètre qui est inférieur à les fibres 1A. Donc, ils vont être stimulés qui l'intensité de la stimulation parce qu'on donne un seuil plus élevé. Donc, si le stimulus est plus intense, on a une stimulation directe les motoneurones alpha. On observe dans ces conditions, donc les conditions où il y a un stimulus plus intense, une réponse électromyographique directe appelée réponse M, qui marche la réponse S ou M, il y a les quintes indirectes, et la directe est la M. Induite directement par l'excitation des axones moteurs, motoneurones alpha, associée à une réponse tardive qui est la réponse H. C'est les fibres afférentes, c'est-à-dire parcourant l'arc réflexe. Si on continue à augmenter l'intensité du courant, la réponse H va disparaître, donc on aura un effet de collision. L'effet de collision, c'est quoi? C'est que quand on aura un stimulus bzaf kbir, on aura une stimulation lente M. À chaque fois de la stimulation, lente M zit تكبر parce qu'il y a une stimulation directe, elle monte en neurone alpha. À chaque fois تكبر من بعد تحبط نزيدو la prochaine تكبر حتى تولي درنا un effet de collision وين هذه lente H تولي شغل contenu dans lente M. Donc ما تزيدش تبان. Donc lente H va disparaître, elle est parfois remplacée par une réponse F. Le rôle physiologique, les réflexes myotatiques jouent un rôle prépondérant dans les mécanismes nerveux contrôlant l'activité posturale qui m'a les muscles extenseurs proximaux de la posture, tonus. Il est d'ailleurs particulièrement bien développé dans les muscles antigravitaires. Je vais comme exemple le réflexe rotulien parce qu'il va mettre en jeu le muscle extenseur de la jambe, le quadriceps et tout. C'est un muscle antigravitaire, il est derrière la posture. Donc, le réflexe myotatique, il est bien développé, on peut le voir aisément. Maintenant, le réflexe myotatique, on va passer au réflexe ipsilatéral de flexion. Donc, on va passer par les mêmes points, les le réflexe myotatique, mais cette fois, ça va être très bref parce que ça va pas prendre du temps qui m'a le réflexe myotatique. Donc, définition. On appelle réflexe ipsilatéral de flexion la contraction réflexe simultanée des muscles fléchisseurs d'un membre provoqué le plus souvent par un stimulus nociceptif. Donc, le réflexe ipsilatéral de flexion, c'est un réflexe qui est dû à un stimulus nociceptif, donc une piqûre, un pincement, écrasement, brûlure, etc. Oui, on aura une stimulation. La stimulation, elle va engendrer la contraction réflexe
des muscles fléchisseurs. Ce réflexe a pour effet de soustraire le membre à l'action nocive du stimulus. Donc le but de le réflexe est d'enlever le membre avec le pincement ou l'écrasement dans la brûlure. Il est dit ipsilatéral parce que le muscle ou les muscles qui se contractent et le stimulus réflexogène sont localisés du même côté. La mise en évidence. Donc le réflexe ipsilatéral de flexion peut être très facilement mis en évidence chez l'animal spinal. Donc on va prendre le chat intérieur ou les membres théoriques qu'on a inactifs. Ce qu'on va faire, si on pique la plaque postérieure gauche de l'animal avec une aiguille, on observe un mouvement rapide de retrait du membre, malgré que l'animal, c'est un animal spinal, donc on a séparé la moelle épinière de l'encéphale. Donc on observe un mouvement rapide de retrait du membre postérieur gauche qui résulte de la contraction simultanée des muscles fléchisseurs de la hanche, les psoas et le sartorius, des muscles fléchisseurs de genou et les muscles fléchisseurs de la cheville. Donc, les muscles ils vont se contracter, ils vont permettre le retrait du membre tendon. La contraction réflexe persiste quelques secondes après que le mouvement de flexion ait supprimé le contact de la peau avec le stimulus nociceptif et diminue progressivement. On a la post-décharge. Donc, l'animal spinal tendon, on va stimuler la patte gauche on va le piquer une aiguille ou là. On aura une contraction des muscles fléchisseurs de la hanche, fléchisseurs du genou, fléchisseurs de la cheville. La contraction réflexe, elle va persister, même si l'aiguille ou la flexion, elle a supprimé le contact de la paume à l'aiguille, mais la contraction va persister quelques secondes. La persistance de la contraction, on a la post-décharge. L'organisation de l'arc réflexe, le réflexe ipsilatéral de flexion, est composée qui mène le versant afférent, il fait le récepteur plus la voie afférente. Les récepteurs, c'est les récepteurs cutanés et musculaires innervés par les afférences du réflexe de flexion. Et la voie afférente, elle est représentée par les fibres sensitives fines d'origine cutanée A delta et C et les fibres sensitives d'origine musculaire 2, 3 et 4. L'ensemble les voies afférentes est appelé ARF, les moments afférence du réflexe de flexion. Donc le versant afférent fait les récepteurs cutanés et musculaires et la voie afférente les afférences du réflexe de flexion. Cutané A delta et C, musculaire les fibres de type 2, 3 et 4. Le centre nerveux, c'est toujours la moelle épinière, donc les afférences du réflexe de flexion pénètrent dans la corne dorsale et établissent des connexions plus ou moins complexes avec des interneurones du même segment et des segments adjacents pour aboutir au motoneurone alpha dans la corne ventrale. Donc les afférences des réflexes de flexion pénètrent dans la corne dorsale et établissent des connexions plus ou moins complexes avec des interneurones du même segment, donc le même segment, la même racine, ou là avec des segments adjacents, soit les foca, soit les tahta, pour aboutir au motoneurone alpha dans la corne ventrale. Le versant efférent vers la voie efférente et l'effecteur. La voie efférente, c'est toujours le motoneurone alpha avec son axone, et l'effecteur, c'est les muscles fléchisseurs. L'électrophysiologie. Donc, toujours, l'électrophysiologie a un but de déterminer le nombre de synapses centrales, donc constituant l'arc réflexe. Donc, le nombre de synapses au sein de la moelle épinière. Le procédé consiste à comparer le temps mis par les l'influx nerveux pour traverser la moelle épinière depuis le moment de l'entrée à le moment de la sortie de la racine ventrale. Donc, le temps winidero la racine dorsale ou la racine ventrale, c'est le même principe le temps central. Quand on va mesurer le temps central, on va le comparer au délai synaptique, qui est une seule synapse, l'expérience de Renshaw. L'expérience de Lord a montré que la stimulation des ARF, les afférences cutanées A delta et C ou les afférences musculaires 2, 3 et 4, provoque une volée d'influx qui remonte vers la moelle épinière. Le moment exact de l'entrée de la volée afférente dans la moelle est repéré grâce à une paire d'électrodes placée sur une racine dorsale. La deuxième paire d'électrodes, elle est placée au point d'émergence, la racine ventrale, du même segment. On mesure le moment exact où la réponse réflexe sort de la moelle. La latence, elle est de 3 à 4 millisecondes entre l'activité 1 et 2. Donc, bin 1
et 2, elle a mis 3 à 4 millisecondes. C'est le temps central du réflexe. Il est 3 ou 6 fois supérieur au temps de passage d'une synapse centrale. Le réflexe ipsilatéral est donc polysynaptique. Donc, on a mis une stimulation électrique, les ARF. On a l'électrode d'enregistrement, l'entrée de la moelle épinière, ou le deuxième électrode d'enregistrement, la sortie de la moelle épinière. On a mesuré la différence entre le 2 et le 1, le temps de conduction centrale. Donc, le temps de latence est de 3 à 4 millisecondes, ou le temps d'une seule synapse, c'est 0,8 millisecondes. Donc, le temps de latence, il est 3 à 6 fois supérieur que le temps de passage d'une seule synapse. On conclut de l'expérience que le réflexe ipsilatéral de flexion, il est polysynaptique. Il y a plusieurs synapses. Les caractéristiques du réflexe ipsilatéral de flexion, premièrement, le réflexe ipsilatéral de flexion est presque toujours d'origine nociceptive. Même si chez l'animal spinal chronique, donc il y a l'animal spinal pendant une période là, un contact cutané très léger suffit à provoquer un réflexe ipsilatéral de flexion. Mais il est presque toujours d'origine nociceptive. La deuxième des choses, c'est qu'il est polysynaptique. Donc, il met en jeu plusieurs synapses. On l'a vu à Darwin. On aura une présence de post-décharge parce que la contraction musculaire persiste quelques secondes après l'arrêt de la stimulation et elle va diminuer progressivement. Donc, elle a une post-décharge. La durée de la post-décharge augmente avec l'augmentation de l'intensité de la stimulation. Donc, plus la stimulation est intense, plus la post-décharge est. L'amplitude du réflexe augmente quand l'intensité de la stimulation augmente. Donc, à chaque fois la stimulation كانت كبيرة, l'amplitude de la flexion تاعنا تكون كبيرة أكتر. La zone réflexogène de ce réflexe, elle est étendue. هنا, l'exemple تاعها c'est que la piqûre تاعنا لو كان نديروها, par exemple, on va prendre l'exemple تاع ماشي un animal spinal mais une personne. لو كان نديرو la piqûre تاعنا في un doigt, حيكون عندنا un réflexe ipsilatéral de flexion. لو كان نديروها له في la main, on aura le même réflexe. لو كان نديروها في l'avant-bras, on aura تاني le réflexe ipsilatéral de flexion باش ينحي le membre تاعو la stimulation nociceptive. هذا واش حاب يقولنا بلا zone réflexogène. Donc وين نديرو la stimulation تاعنا حيكون عندنا le réflexe تاعنا. Par contre, le réflexe myotatique, la zone réflexogène, elle est جايه غير في muscle واحد. Donc l'étirement تاع un seul muscle حيدير la stimulation تاع le fuseau neuromusculaire et on aura le réflexe تاعنا في le muscle هذاك qui va se contracter. Sixième caractéristique, le réflexe ipsilatéral de flexion, il est diffus. Diffus parce qu'on a plusieurs muscles fléchisseurs qui vont agir. كما قلنا fléchisseurs de la hanche, du genou ou de la cheville, par exemple le cas du membre postérieur. Ils sont activés simultanément de manière coordonnée pour réaliser un mouvement capable de soustraire le membre de l'action du stimulus. Donc le but c'est que nous le membre de la stimulation nociceptive. Le réflexe est fatigable. Fatigable, l'amplitude de la réponse décroît rapidement et peut même disparaître si on stimule les afférences des réflexes de flexion à une autre fréquence, donc supérieure à 10 à 20 stimulations par seconde. Le réflexe il est fatigable, donc à chaque fois on déroule la stimulation, plus نديرو la stimulation نعاودوها plusieurs fois, plus l'amplitude تاع le réflexe راح تحبط منا. وتقدر même تكون عندنا une abolition du réflexe لو كان نديرو plus de 10 à 20 stimulations par seconde. وثاني le réflexe huitième caractéristique, il est sensible aux anesthésiques et à l'anoxie. Donc une fois sous anesthésie, la personne ne va pas sentir une stimulation nociceptive. Et l'anoxie kiff. Le rôle physiologique. Donc la plupart des réflexes de flexion sont des réflexes de protection. Donc le but de Ham, c'est de protéger le muscle. Dans la mesure où il entraîne un retrait d'un membre soumis à une stimulation douloureuse potentiellement destructrice. Maintenant, le tableau récapitulatif, on va essayer de faire la comparaison بيناتهم باش نقدروا الحفاظة تجينا سهل. Donc, le réflexe myotatique, le récepteur, c'est un récepteur musculaire. C'est pour ça qu'on l'oublie, c'est un réflexe proprioceptif. Donc, le récepteur musculaire, c'est le fuseau neuromusculaire. Par contre, le réflexe de flexion, le récepteur TAO, il est cutané et musculaire, innervé par les afférences du réflexe de flexion. Les afférences ou la voie afférente, c'est les fibres 1A, le cas du réflexe myotatique. Par contre, le réflexe de flexion, c'est les ARF, donc les fibres cutanées A delta et C, ou les fibres musculaires de type 2, 3 et 4. L'arc réflexe d'Anna, il est monosynaptique, le réflexe myotatique. Il y a une seule synapse dans la moelle épinière. Par contre,
le réflexe de flexion, il est polysynaptique. Le muscle effecteur, c'est les muscles extenseurs, les réflexes myotatiques généralement. Par contre, le réflexe de flexion, il est toujours fléchisseur. Je m'appelle toujours parce que un réflexe, par exemple, réflexe myotatique, le réflexe bicipital, le muscle, c'est pas un muscle extenseur. Le biceps, c'est un muscle fléchisseur. Mais généralement, les réflexes myotatiques متعلق les muscles extenseurs. Les caractères, le réflexe myotatique, il est localisé un seul muscle. L'étirement d'un seul muscle, la contraction réflexe le muscle. Par contre, le réflexe de flexion a un caractère diffus. Donc, on a plusieurs muscles qui vont se contracter. Les muscles fléchisseurs, la hanche, le genou, la cheville, etc. Monosynaptique, polysynaptique. On n'aura pas de post-charge myotatique. Par contre, on aura une présence de post-charge réflexe de flexion. On a la contraction, elle va durer quelques secondes, le stimulus. Le réflexe myotatique, il n'est pas fatigable. Par contre, le flexion, il est fatigable. Il résiste aux anesthésiques et à l'anoxie. Le réflexe de flexion, il est sensible aux anesthésiques. La nature de la réponse myotatique, elle est généralement, c'est l'extension. Où le but physiologique, c'est la lutte contre la pesanteur. Donc, il a un rôle dans le tonus musculaire ou là, la posture dans le corps. Par contre, la nature de la réponse, c'est une flexion, toujours. Réflexe de flexion, toujours une flexion. Le rôle physiologique, c'est la protection contre les dangers nocifs. Sur ce, je vous remercie et j'espère que ma canne est trop et à la prochaine.